Je vous souhaite la bienvenue à cette formation sur la gestion de l'accessibilité et de l'inclusion en loisirs, sujet qui est pas toujours simple dans la pratique de tous les jours, même si on souhaite vraiment être le plus accessible et inclusif dans notre pratique, des fois il y a des petites embûches qui arrivent. Donc, avec cette formation qui est dans le cadre de la trousse de l'élu en loisirs, là, propulsée par le réseau des URLS, on voulait vraiment vous offrir des outils qui vont vous servir dans votre pratique puis qui vont être vraiment concrets, que vous allez pouvoir appliquer et vous sentir plus à l'aise aussi avec certaines nouvelles connaissances. Donc, on espère que ça va être dynamique puis que vous allez participer activement à cette formation-là. Donc voilà, je vous présente tout de suite Béatrice qui nous vient du Conseil québécois du loisir et qui ont travaillé beaucoup dans les dernières années sur l'accessibilité et l'inclusion. Ils ont un beau cadre à nous présenter aussi, des outils qui s'en viennent, sur lesquels ils travaillent. Donc voilà, je te laisse commencer, Béatrice. Bienvenue. Oui, merci, mais bonjour tout le monde. Donc, donc moi c'est Béatrice, comme on l'a dit, je suis coordonnatrice au programme pour le Conseil québécois du loisir depuis 1 an et demi environ. Donc, je suis contente d'être avec vous ce soir. Donc, voilà, donc comme on m'introduisait, donc on a un nouveau cadre de référence pour l'accessibilité et l'inclusion en loisir au Conseil québécois du loisir. Donc, c'est un petit peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mon petit moment de bonjour. Donc, pour comme on le disait, le Conseil québécois du loisir, mais j'ai aussi, donc, avant ça, j'ai fait une maîtrise en sociologie et en études féministes. Et j'ai travaillé, entre autres, sur les femmes la division hommes-femmes en sport. Donc, c'est comme ça un peu que je me suis intéressée au départ aux questions d'accessibilité, aux questions de représentation aussi, donc, des femmes. Et j'ai ensuite travaillé j'ai étudié aussi, donc j'ai fait un diplôme de deuxième cycle en gestion contemporaine des ressources humaines. L'objectif derrière ce diplôme-là était d'avoir peu des pratiques concrètes justement au niveau de la transformation du travail, que ce soit la conciliation travail-famille ou réfléchir à comment intégrer, mettons, les nouvelles générations, les nouveaux enjeux, justement dans un objectif toujours d'inclusion qui est un peu derrière là, dans mes valeurs, là, dans mon parcours un peu depuis très longtemps. Et j'ai aussi donc plusieurs années d'expérience là, en accessibilité, en inclusion, là, en sport et maintenant en loisirs. Donc, voilà pour la petite présentation. Et donc là, l'atelier aujourd'hui là, que je vous propose, c'est de commencer un peu par parler de pourquoi c'est important de parler d'accessibilité et d'inclusion en loisirs. Je pense que c'est une question qu'on doit se poser quand on veut mettre en place des pratiques, transformer nos milieux. Ensuite, je vais vous présenter justement le cadre de référence pour l'accessibilité et l'inclusion en loisirs et les 4 vecteurs d'accessibilité qui sont présents dans le cadre. Puis je vais vous donner un peu des exemples comment on peut l'utiliser pour que ça soit un outil là, concret finalement, parce que pour sortir du document, du rapport en soi, comment on peut l'utiliser. Ensuite, aller en quelques notions d'inclusion pour qu'on parle tout le monde de la même chose. Et finalement, je termine avec deux petites mises en situation là, pour réfléchir à des bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en place justement pour transformer nos milieux. Donc, j'espère que ça convient à tout le monde. Donc, pourquoi parler d'accessibilité et d'inclusion en loisir? Eh bien, c'est parce que le loisir, c'est un droit qui est reconnu. Donc, au même titre que le droit à l'éducation, le droit au logement, il y a un droit au loisir, donc à différents niveaux. Donc, par exemple, à l'ONU, c'est reconnu le droit au temps libre, le droit au loisir. Il y a aussi au niveau canadien, au niveau québécois, donc et plusieurs autres États dans le monde qui ont reconnu officiellement donc ce droit au loisir. Donc, on doit travailler à l'accessibilité, à l'inclusion pour s'assurer que tout le monde puisse bénéficier finalement du loisir parce que c'est un droit acquis finalement. C'est pour ça que c'est important. On a comme un rôle en tant qu'organisation en loisir ou de personnes qui interviennent en loisir ou qui travaillent en loisir à différents niveaux. On a une responsabilité finalement de s'assurer que le loisir est accessible à tout le monde, étant donné que c'est un droit. Et donc, dans mon petite introduction, je voulais quand même reprendre un peu la peine de réfléchir à c'est quoi le loisir. Donc, si on veut le rendre accessible, c'est sur quoi qu'on travaille, c'est quoi qu'on fait. Donc, nous, au Conseil québécois du loisir, on identifie 3 dimensions au loisir. Le temps libre.
Donc, c'est le temps dont dispose une personne après s'être acquittée de ses obligations, que ce soit l'école, le travail, l'entretien de la maison, du terrain, etc. Donc, une fois que tout ça est fait, qu'est-ce qui nous reste? C'est notre temps libre. Et évidemment, ben, le temps libre n'est pas nécessairement le même pour tout le monde. Il y en a qui ont plus de temps libre que d'autres. Donc, c'est aussi à prendre en compte quand on pense à l'accessibilité. Il y a aussi donc la liberté de choix. Donc, c'est la possibilité qu'une personne a de pratiquer des activités qui lui plaisent et qui répondent à ses besoins. Donc, on peut avoir des activités qu'on aime faire, mais si, par exemple, moi, je pourrais, là, je suis plus à l'école, mais mettons, quand j'étais à l'école, j'aimais ça, le soccer, mais quand dans mon cours d'éducation physique, c'était une obligation d'y aller, même si on jouait au soccer puis que j'aimais ça, mais c'est pas du loisir à ce moment-ci parce que j'ai pas nécessairement cette liberté de choix. C'est pas dans mon temps libre puis je suis obligée de le faire. Donc, même si, après ça, ça pourrait être la même activité je pourrais faire du soccer après l'école pour mon plaisir, par mon choix. Donc, ça peut être donc la même activité, mais qui n'est pas nécessairement un contexte de loisir. Et finalement, ben justement, c'est des activités euh, donc qu'on fait. Donc, et c'est ces trois dimensions-là, finalement, qui sont un peu toujours à considérer. Donc, on doit avoir plusieurs activités disponibles pour avoir le choix de les pratiquer. Donc, si dans ma région, ben, il n'y a pas d'activité culturelle, puis, fait que là, mais moi, j'aurais le goût de faire partie d'une chorale, mais j'ai pas le choix, j'ai pas cette liberté, même si j'ai du temps. Donc, on voit que c'est vraiment des trois dimensions qui sont interreliées. Il suffit pas donc d'avoir du temps libre, il faut aussi avoir la possibilité de pratiquer une activité de loisir. Donc, maintenant que le loisir est un peu défini, dans un sens, mais c'est quoi l'accessibilité? Et donc, quand on a fait justement notre travail sur notre cadre d'analyse, ben, on est allé regarder dans le dictionnaire c'est quoi la définition d'accessibilité. Et ben c'était pas très aidant, étant donné que la définition, c'est le caractère de ce qui est accessible. Donc, tu sais, c'est un peu un peu le serpent qui se mord la queue. Mais finalement, en creusant, c'est que c'est ce qui est accessible, ben c'est tout ce qu'on peut atteindre, ce qu'on peut aborder, ce qui est intelligible, mais c'est aussi tout ce qu'on peut comprendre. Donc, c'est pas le simple fait d'aller quelque part, c'est d'être capable finalement de comprendre c'est quoi. Si on parle d'activité, c'est bien beau se rendre à l'activité de chorale, mais si j'ai pas capable de comprendre ce qu'on me dit, de comprendre les consignes, comprendre comment faire, comment être, ben finalement, c'est pas accessible pour moi cette activité de chorale. Donc, quand on parle d'accessibilité, c'est vraiment l'ensemble des conditions qui permet à un individu d'utiliser, dans le cas du loisir, de participer donc à un service, à une activité. Et c'est pour ça que quand on a parce que notre cadre de référence de l'accessibilité à loisir existe depuis 2007, mais on l'a actualisé en 2023. Et une des notions justement qu'on a qu'on a ajoutées, c'était la notion d'inclusion parce qu'on constatait que l'accessibilité avait vraiment une connotation très lieu, très très physique. Donc est-ce qu'on est capable d'accéder à un lieu? Est-ce qu'on est là, il y a aussi beaucoup un côté on parle beaucoup d'accessibilité universelle qui va être très lié au fait d'être avec un handicap ou être dans un fauteuil. Et c'est une notion très importante dans l'accessibilité, évidemment, il faut penser à ça, mais c'est pas suffisant. On a ajouté la notion d'inclusion pour que on voit qu'une fois que j'ai accédé au lieu, est-ce que justement je suis capable de faire l'activité? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je vis une belle expérience? C'est parce que c'est ça, je pourrais me rendre quelque part et avoir accès, avoir le matériel, être capable de monter des escaliers, puis finalement sur place vivre une expérience épouvantable parce que mettons en tant que femme, ben, on me met de côté, puis je vis plein de situations de sexisme, mais finalement, je n'ai pas vécu une expérience inclusive de loisir. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté les deux notions, qui pour nous sont complémentaires. Comme c'est écrit, ben, c'est ça, une rampe et un ascenseur, c'est vraiment essentiel, mais c'est pas suffisant pour garantir une belle expérience en loisir. Et donc, pour l'accessibilité au loisir, donc nous, on a identifié 4 vecteurs d'accessibilité. Donc, je vais définir et vous présenter. On a le vecteur temporel, le vecteur spatial, le vecteur économique et le vecteur socioculturel. Et dans le cadre qui pourra, que je vous présente, mais qui pourra être envoyé après la formation qui sera dans votre trousse. C'est un document, là, mais qui est, à mon sens, très riche d'informations. Donc, pour chaque vecteur, ben, il y a une définition de c'est quoi le vecteur. Il y a des statistiques, il y a des tendances, il y a des recommandations, des questions aussi qu'on peut se poser et des indicateurs de réalisation. Mais là, c'est un peu justement
tout ça là, que je vais vous montrer comment qu'on peut les utiliser, comment que les statistiques-là, on peut en faire des liens avec le loisir, comment qu'on peut les prendre pour réfléchir, nous, à nos pratiques. Et aussi, donc, justement, les indicateurs de réalisation, on peut les utiliser pour un peu s'évaluer. Où est-ce qu'on en est? Ah, ben oui, ça, je le fais. Ah non, ça, je le fais pas. Ça, on aimerait. Ça, c'est impossible. Il y a plusieurs façons de le voir. Même chose sur les recommandations puis les questions qu'on peut utiliser soit pour animer une rencontre, qu'on peut utiliser si on se fait un budget ou si on fait une planification, un plan d'action, etc. Donc, il y a plusieurs utilités, plusieurs façons d'utiliser ce guide selon les besoins, les ressources, les enjeux qui se présentent. Donc voilà, le premier vecteur, c'est le vecteur temporel, mais ça réfère au temps, donc comme je disais tout à l'heure, le temps disponible qu'a un individu pour effectuer des activités de loisirs. Mais ça englobe aussi les périodes de temps, les plages horaires pendant lesquelles les activités, les espaces, les équipements sont accessibles au public. Donc, il y a quand même tout le temps un peu deux côtés. D'un côté, moi, comme individu, c'est quoi le temps que j'ai disponible, mais il y a aussi, mettons, la municipalité, le centre de loisirs, la base de plein air, le parc. C'est quand qui est ouvert, c'est quand qu'on peut s'y rendre, c'est quand qu'ont lieu les activités. Puis c'est important que ces deux variables-là, à un moment donné, se croisent. Si moi, j'ai juste du temps libre le soir, mais que toutes les activités autour de moi sont le matin, ben finalement, j'ai un problème au niveau de mon accessibilité temporelle parce que les deux concordent pas. On parle aussi, donc, le vecteur temporel, c'est aussi l'âge des participants là, qui est à considérer. Et donc, dans le cadre, on a, c'est ça, comme je disais, plusieurs statistiques qui ont aussi, elles, été mises à jour en 2023, qui sont utilisées là, pour présenter un peu un portrait de la population à différents niveaux. Il y a des statistiques vraiment liées au loisir, il y en a d'autres qui vont être plus des statistiques démographiques, mais qu'on peut toujours finalement lier d'une manière ou d'une autre, parce que c'est important justement de prendre en considération à qui on s'adresse, c'est qui les personnes qui vont venir faire du loisir, et pour ça, faut connaître un peu les différents enjeux que ces personnes-là pourraient vivre et qui elles sont et qui elles représentent. Donc, dans le vecteur temporel, une statistique que j'ai sortie pour vous, c'est que, donc, en moyenne, la population de 15 ans et plus consacre environ 7 heures par semaine à des activités de loisirs. Et donc, on peut aller voir, par contre, si on coupe un petit peu, on va préciser, les hommes ont toutefois une moyenne plus élevée, donc soit 1,2 heures par jour, comparativement à 0,9 heures pour les femmes. Donc ça, c'est des moyennes, évidemment. Mais ce que ça montre, c'est qu'il y a quand même une certaine inégalité au niveau du temps disponible. Après ça, quand on va creuser, il y a d'autres statistiques justement dans le cadre, qui, si on va creuser, on peut voir qu'il y a des écarts comme ça aussi au niveau des âges. Donc, les plus jeunes ont plus de temps libre. Souvent, les personnes plus âgées en ont plus aussi. Et là, quand on se met à recouper, les personnes qui ont le moins de temps libre, finalement, c'est souvent dans l'âge où on travaille, au moment où on commence à avoir des enfants aussi. Et à ce moment-là, on voit quand même que l'écart demeure. L'écart, des fois, est plus petit, mais au final, entre hommes et femmes, peu importe le groupe d'âge, cet écart-là demeure. Il grandit, il se rapetisse, mais peu importe, il existe toujours. Et donc là, ce qu'on peut en comprendre de ces statistiques-là, c'est que finalement, les femmes ont quand même encore moins de temps libre que les hommes. Ce qui peut faire en sorte que, par exemple, les besoins de conciliation familiale, sont plus importants. Donc, à ce moment-ci, si on veut faciliter l'accessibilité à un certain groupe de la population, entre autres les femmes de tel âge ou de tel niveau scolaire ou de telle région, peu importe, on peut se dire peut-être que justement mettre en place des mesures pour faciliter d'avoir une halte garderie, par exemple, ou d'avoir des activités en parallèle familiales pour enfants, pour les parents en même temps, mettons dans un centre, dans une municipalité, peu importe. On peut peut-être à ce moment-ci aller compenser le fait d'avoir moins de temps libre pour certaines personnes. Comme je disais, on a aussi, en plus des statistiques, dans le cadre, on a toujours des tendances. Donc, qui sont pas nécessairement, là, il y a quand même une stat, là, vous pourrez me dire, il y a un chiffre, mais l'idée, c'est de plus démontrer quelque chose qui peut être nouveau, quelque chose qui est en émergence, qui peut être, qui est un phénomène, finalement, de grandissant, ou au contraire, qui est en perte de popularité, là, ça peut être une tendance aussi, à l'inverse. Donc, ici, une tendance, justement, qu'on trouvait intéressante, c'était avec le télétravail qui a pris de l'ampleur, comme nous en ce moment, on est en téléformation.
Ben, il y a un nouveau phénomène qui émerge, c'est le workation. Donc, désolé pour l'anglicisme, mais l'idée, c'est de combiner finalement travail, work et vacances, les vacations. Donc, c'est par exemple aller dans un congrès pour le travail dans une autre, mettons, moi, je suis à Montréal en ce moment, je pourrais aller dans un congrès au Saguenay jeudi. Jeudi, vendredi, c'est mon congrès, puis je décide d'étirer mon séjour pour la fin de semaine pour avoir des petites vacances. Donc là, ça devient du workation. Mais ça peut aussi être simplement, justement, encore une fois, je reprends mon exemple d'un congrès, mais de vouloir en profiter, justement, visiter ou de, tu sais, juste aller faire un petit peu de yoga le matin avant mon congrès. Donc, j'ajoute à ce moment-ci une partie plaisir, une partie vacances, où ça pourrait être d'aller simplement, justement, visiter le coin, les attraits qu'il y a après mon congrès. Donc, rester aussi pour travailler. Donc, arriver 2 jours avant mon congrès, faire un peu de télétravail, en profiter le soir pour visiter la région. Donc, tu sais, tout ça peut être des façons de combiner travail et vacances, faire en sorte que finalement, les besoins de loisirs vont peut-être être différents. Donc, justement, comme je donnais l'exemple de yoga, si à cette place-là, ben pendant que je fais mon télétravail, ou tu sais, je pourrais même partir un mois en télétravail, je me loue un chalet, je décide que je travaille de là. Pas besoin d'avoir de congrès pour ça. Mais ça se peut que j'ai quand même le goût de faire un petit peu de mes activités que j'ai l'habitude de faire. Ben, à ce moment-ci, si toutes l'offre de loisirs qui est permis, c'est sur inscription sur 15 semaines, tu sais, c'est rigide, tout ça, ben, j'aurais peut-être pas la possibilité là, de jumeler les deux. Donc, puis là, c'est un chiffre quand même non négligeable, là, 41% des voyageurs et voyageuses en 2022 qui étaient en télétravail. Donc, on voit que c'est quand même une tendance là, importante qui peut amener donc des réflexions au niveau des horaires que les gens vont vouloir faire donc, du loisir. Ensuite, pour chaque vecteur, on a aussi des indicateurs de réalisation, comme je disais. Puis pour ça, on a toujours mis des indicateurs plus spécifiques qui sont vraiment ce que l'organisation peut faire, une organisation, la municipalité peut mettre en place. Alors que les indicateurs généraux vont plus être au niveau social. Donc là, sur lesquels on a moins d'emprise, mais qui reflètent quand même une réalité qui est à prendre en considération. Donc, par rapport justement au vecteur temporel, bien, si on regarde les indicateurs généraux, bien, ça va être le nombre de vacances que les gens ont, le nombre d'heures travaillées en moyenne par la population. Donc, nous, on le sait qu'on a des heures c'est 40 heures. Là, la moyenne est un peu plus basse que ça, là, mais on le sait que le chiffre officiel, là, c'est 40 heures semaine. Ben, si on était dans culturellement que c'était du 70 heures semaine, ben, il y aurait moins de temps libre. Si à l'inverse, on était plus sur une logique de 30 heures sur 4 jours, ben, il y aurait plus de temps libre. Donc, ça, c'est quand même des éléments donc, à considérer. Mais au niveau des indicateurs plus spécifiques, mais là, c'est de regarder justement c'est quoi nos horaires, c'est quoi les périodes d'ouverture, c'est quoi est-ce que j'ai une programmation d'activités qui offre plusieurs plages horaires, est-ce qu'il y a une flexibilité, est-ce qu'il y a justement, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, une présence d'une halte garderie, des services pour faciliter tout ce qui est conciliation travail-famille. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on peut utiliser pour soit s'évaluer, pour se donner des idées finalement de choses qu'on pourrait mettre en place. Et ça, dans le cadre, ben, il y a toujours les mêmes petits symboles là, pour faciliter à reconnaître les sections. Ensuite, ben, comme je disais, on a toujours aussi des questions qu'on peut utiliser dans différentes situations. Donc, justement, là, qu'on peut prendre soit pour analyser sa propre offre de service, pour poser des questions. Si vous avez des organisations ou des municipalités qui viennent voir, qui veulent savoir comment améliorer, on peut prendre ces questions-là aussi pour s'aider à voir comment, où est-ce qu'on en est finalement dans ces démarches d'inclusion. Donc, on peut se poser des questions sur c'est quoi l'âge des personnes qui participent, est-ce que c'est varié, est-ce qu'on a le même genre de personnes, est-ce que c'est le même âge seulement, puis dépendamment évidemment qui on va aller chercher. Est-ce qu'on connaît les plages horaires de préférence des membres ou de la clientèle ou des citoyens qu'on veut rejoindre?
Est-ce que ça concorde les temps, justement, les temps libres et les activités? Est-ce que tout ça est une logique où finalement on constate qu'il y a des plages horaires qui ne fonctionnent pas pour certains groupes, etc. Donc, ça, c'est le genre de questions qu'on peut utiliser là, pour réfléchir à nos pratiques. Et finalement, donc, pour chaque vecteur, on a aussi des recommandations. Donc là, c'est différentes, c'est pas exhaustif, évidemment, mais il y a plusieurs, ça peut donner des idées sur comment s'améliorer au niveau de l'accessibilité temporelle. Donc, ça peut être justement d'avoir des créneaux réservés à certaines populations, à certains groupes. Ça peut être d'avoir plus de flexibilité dans nos horaires. Ça peut être aussi de souligner des événements si on veut. Ça peut être une façon de changer son calendrier. Donc là, je donnais des exemples d'avoir, par exemple, un événement sur la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Bien, on peut ajouter dans notre calendrier un événement qui souligne cette journée-là pour participer à des événements d'inclusion. Donc ça, c'était pour le vecteur temporel. Maintenant, notre deuxième vecteur, le vecteur spatial. Donc, le vecteur spatial est très associé, comme je disais tout à l'heure, à l'accessibilité au niveau physique et donc, par conséquence, aux personnes avec un handicap, ce qui est absolument vrai et ce qui est vraiment essentiel. Mais comme je le disais, c'est pas suffisant. Et c'est pas seulement pour les personnes avec un handicap que le vecteur spatial est important. Donc, le vecteur spatial, ça l'englobe à la fois la répartition de l'offre du loisir sur l'ensemble du territoire national ou municipal ou rural, dépendamment de votre champ d'action. Donc, quand on parle de répartition de l'offre, ben est-ce qu'il y a une concentration? On pourrait se dire, il y a 100 arénas au Québec, mais finalement, 95% sont dans la même petite région. Ben, il n'y a pas une répartition de l'offre qui est égale. Comme quand je parlais d'avoir l'importance d'avoir une liberté de choix, ben, ça va être lié aussi à cette répartition de l'offre. Mais aussi donc l'accessibilité physique au site et aux équipements. Donc, c'est pas seulement, c'est important, oui, de pouvoir se rendre au site, mais une fois sur le site, est-ce que je suis capable d'utiliser l'équipement qui est présent? Donc, comme on peut voir là, sur l'image, ben, ici, c'est un équipement adapté pour que la personne en fauteuil puisse profiter donc d'une activité là, dans cette image sur le bord de la plage. Mais c'est aussi, comme je le disais, d'aller au-delà de seulement l'handicap physique, mais c'est aussi de s'assurer est-ce que les lieux sont accessibles pour tous les groupes historiquement marginalisés, que ce soit, par exemple, les personnes trans, les personnes de différentes communautés culturelles, mais aussi un handicap, il y a beaucoup de handicaps invisibles qui sont à considérer aussi là, pour s'assurer de l'accessibilité des lieux. Évidemment, ben, il y a toute la question là, du transport, étant donné que la répartition de l'offre va faire en sorte que certains services de loisirs pourraient être plus de proximité alors que d'autres pourraient être beaucoup plus éloignés. Donc, dans le vecteur spatial, donc là, c'est comme je disais, j'ai pris un exemple autre qu'en fauteuil, parce que ça, on a tendance quand même, même s'il y a énormément de choses à faire, là, on a plus ce réflexe d'y penser. Donc, c'est pour ça que j'ai volontairement pris une statistique autre. Et donc, et qui, moi, c'était une statistique qui m'a quand même choquée quand je l'ai vue. Donc, il y avait une consultation donc, à la Ville de Montréal qui démontrait que plus de 50% des personnes trans qui considèrent ne pas avoir facilement accès à des services adaptés à leurs besoins concernant les services de sport et de loisirs. Et plus de 72 craignent de subir un traitement défavorable dans les centres sportifs et de loisirs. Donc, ici, on voit qu'il y a un très grand sentiment d'insécurité qui fait en sorte qu'ils ne vont même pas se rendre sur les lieux. Donc, il y a un besoin que les lieux, de manière, le spatial, finalement, justement, change pour faire en sorte de créer ce sentiment de sécurité. Parce que sans sentiment de sécurité, ben, on ne peut pas avoir une belle expérience de loisir. Le troisième vecteur, c'est le vecteur économique. Donc, vraiment assez simple à comprendre. C'est lié finalement à la part du revenu qui est disponible pour nos activités de loisirs. Donc, c'est autant le budget que moi, individuellement, j'ai de disponible que le budget qu'on met finalement là, en tant que, mettons, organisation, municipalité, on va mettre un budget par participant ou par participante pour les activités. Ça peut aussi toute la question du tarif
On va demander une activité que ça soit gratuit ou payant ou modulé selon le revenu. Donc, une autre statistique liée donc encore au vecteur économique. Donc, c'est les femmes racisées au Canada qui gagnent en moyenne 59,3 du salaire des hommes blancs et les femmes autochtones qui travaillent à temps plein gagnent en moyenne 35 de moins que les hommes allochtones. Donc, ici, c'était pour démontrer aussi qu'on n'a pas nécessairement le même budget. Donc, quand on met un tarif qui est le même pour tout le monde, il peut y avoir une certaine forme d'inégalité parce que pour quelqu'un, ce serait facilement accessible à tel prix, alors que pour une autre personne, ben, cette portion de son budget ça va représenter une plus grande portion, ce qui va faire en sorte que l'activité peut être plus difficilement accessible. Donc, c'est ça, c'est de réaliser que le budget de loisirs, qui n'est pas nécessairement le même pour tous les segments de la population, qui peut faire en sorte qu'une tarification unique peut parfois ne pas être adéquate. Et le vecteur socioculturel, ça fait référence aux connaissances, aux croyances, aux coutumes, valeurs, traditions, rites, etc., qui sont présents là, dans l'environnement social, mais c'est aussi le niveau d'éducation qui peut influencer l'individu dans ses choix en matière de loisirs. Donc, on parle évidemment de diversité culturelle, mais ça va être aussi de diversité de genre, de diversité corporelle, la diversité au niveau des âges, la diversité au niveau des parcours, de diversité aussi, justement, des milieux urbains, milieux ruraux, etc. Donc, c'est vraiment un sens très large de diversité là, qu'on doit considérer. Mais c'est aussi le niveau d'éducation qui rentre là, dans le vecteur socioculturel et la capacité de compréhension. Donc, comme je donnais comme exemple, si je suis capable de me rendre, je suis capable de faire l'activité, mais que finalement, je ne suis pas capable de comprendre les consignes, les instructions, etc., ben finalement, je ne peux pas pratiquer un loisir. Ben, pas, en tout cas, ce loisir-là que je n'ai pas accès, je n'ai pas la capacité de comprendre. Et donc, au Québec, ben, une personne sur 5 éprouve des difficultés majeures à comprendre un texte écrit. Donc, c'est 20 de la population. Donc, si on met justement, par exemple, on fait seulement de la promotion écrite des activités, c'est la seule façon d'avoir accès à l'information, bien, quand même, donc, une grande proportion des gens qui ne seront pas capables de comprendre. Donc, ça peut être justement mettre expliquer le processus d'inscription à une activité ou l'offre de loisirs qui est disponible dans une municipalité. Si c'est seulement écrit, ben, on risque de perdre des gens qui vont pas être capables de le comprendre. Ça peut aussi de réfléchir à adapter cette communication-là pour, même si c'est écrit, ben, de l'écrire dans un langage simple pour s'assurer que, justement, on puisse, malgré certaines difficultés de lecture, être capable de comprendre. On peut ajouter des images, ajouter des pictogrammes, alléger nos formulaires, s'assurer que les questions qu'on pose sont vraiment nécessaires, que c'est peut-être pas obligé d'avoir autant de questions non plus. Donc, réfléchir à ça, là, finalement, là, au niveau de l'accessibilité, que ça peut aller donc jusque-là. Il y a aussi donc environ 6 de la population québécoise qui ne maîtrise pas suffisamment le français pour pouvoir soutenir une conversation. Donc, là aussi, c'est d'avoir cette sensibilité-là, finalement. Tu sais, ça ne veut pas dire de se mettre à parler 28 langues, c'est pas nécessairement possible, mais ça peut être simplement de prendre conscience qu'une personne peut ne pas avoir cette facilité-là à parler français. Et en ce cas-là, ben, faut être plus patient, faut être disponible. Donc, tu sais, c'est d'avoir des gens qui sont, tu sais, on le sait que des fois, là, on est tous en train de courir, on court après le temps, on a mille choses à faire. Et dans ce temps-là, on va peut-être pas être capable d'avoir ce soutien qui est nécessaire à une personne qui maîtriserait moins bien le français ou qui a de la difficulté à lire. Donc, le facteur humain est toujours aussi très important là, dans cette accessibilité et cette inclusion pour faire en sorte qu'une personne qui arrive, qui veut avoir une information, qui veut suivre une activité de loisir, ben, puisse avoir accès à l'information qu'elle a besoin pour pouvoir participer. Et finalement, une autre tendance, c'est une autre statistique que je trouvais assez triste, maman, c'est qu'il y a une personne sur 4 qui a déclaré en 2021 avoir déjà vécu de la discrimination en lien avec son poids.
que ça soit dans ses relations au travail, dans les lieux publics, dans la recherche de logement, dans le système de santé ou dans différents services qui peuvent être donnés. Et donc, on peut voir que c'est donc beaucoup de personnes, 1 personne sur 4. Et c'est quelque chose aussi à penser, que ça soit il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent. Il y a oui, dans les mots, évidemment, qu'on peut faire attention, mais il y a aussi dans l'équipement. Est-ce qu'on a seulement mettons, des dossards XMAL qui veut faire en sorte qu'une personne grosse va pas être à l'aise? Si on a des activités de théâtre, j'ai entendu des gens qui me disaient, ah, ben, tu sais, moi, c'était une personne qui était une personne grosse qui voulait faire une activité de théâtre, puis elle s'est fait automatiquement mettre dans le rôle de la voisine qui mange tout le temps. Donc, il y avait comme un gros stéréotype associé à ça. Elle n'a pas eu la possibilité de choisir le rôle qui l'intéressait parce qu'on lui a collé une étiquette. On a entretenu donc ce stéréotype et on lui a pas permis finalement de vivre le loisir comme elle aurait voulu. Avoir aussi, là, justement, au niveau, des fois, ça peut être autant aussi simple que de s'assurer d'avoir des chaises qui sont assez larges, pas juste des petits tabourets ou des petits de l'équipement que pas plusieurs corps, finalement, peuvent utiliser. Donc, tu sais, c'est dans ce sens-là que le vecteur socioculturel va vraiment être vu là, de manière très large au niveau de différentes diversités. Et donc, que vous pouvez retrouver dans le cadre, qui peut être très utile et qui peut vous aider dans différentes gestions, justement, du loisir. Mais donc, il y a différentes notions théoriques. Il y a des exemples concrets pour faciliter la compréhension de ces notions plus théoriques. Il y a plusieurs statistiques. Là, j'en ai juste présenté quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on peut utiliser un peu comme je vous l'ai montré là, pour s'assurer d'avoir une meilleure vision finalement de la population qu'on veut desservir. Donc, pour chaque, là, j'ai pas présenté toutes les recommandations, tous les indicateurs et toutes les questions pour chaque vecteur, mais je l'ai juste montré pour le vecteur temporel, mais il l'a là, pour les 3 autres vecteurs aussi. Il y a chaque section qui reviennent à la fin, donc, de chaque vecteur. Il y a aussi plusieurs outils là, complémentaires qui peuvent être utilisés et différentes ressources là, pour aller plus loin là, dans la réflexion autour de l'accessibilité et l'inclusion. Ça, c'était un exemple. Ben, tu sais, un parc, en général, je pense que c'est considéré comme un lieu très accessible. C'est quoi les caractéristiques, finalement, qui fait qu'un parc est accessible? C'est ouvert tout le temps, à peu près. Et aussi, tu sais, il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a pas de période d'inscription, il y a pas, tu sais, il y a comme cette facilité là, d'accès temporel et à ce moment-ci, là, justement, il n'y a pas de plage horaire, ben là, telle rue, c'est de telle heure à telle heure, telle autre rue, c'est à tel autre moment. Donc, en effet, très, très accessible au niveau temporel. Économique, c'est vrai qu'en général, c'est gratuit, là, à part, c'est peut-être là, les parcs nationaux, là, mais sinon, de manière générale, les parcs sont gratuits. Socioculturel, ben oui, en effet, ouvert un peu à tout le monde. Et côté spatial, ben, je dirais que ça dépend. C'est en effet quand même en général assez accessible. C'est sûr que là, il peut y avoir de l'équipement aussi, là, comme là dans ma photo, ben, l'équipement, peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir de la misère à y aller. Là. Ben, ça semble un équipement pour enfants, de un. Ça fait qu'un adulte aurait peut-être la difficulté. Mais et est-ce que c'est accessible pour les personnes handicapées? Il va peut-être avoir un espace qui est un sentier dans lequel, mettons, avec un fauteuil, je peux rouler, mais après ça, justement, je peux pas aller sur le jeu. Il y a peut-être pas de table à pique-nique adaptée. Il y a peut-être pas. Bon, il y a certains, donc ça demeure un lieu par rapport à d'autres qui est plus accessible, souvent le parc, mais justement, il y a même là, il y a encore justement du travail, il y a encore des réflexions, il y a encore des fois des réflexes. Et ben justement, là, je posais aussi, ben là, on en a nommé, mais des obstacles. Et c'est aussi un peu, on peut se poser la question de c'est qui fréquente les parcs. Est-ce qu'il y a des personnes qui fréquentent plus les parcs que d'autres? Je sais pas si dans votre expérience, ben là, on l'a dit que pour personnes avec un handicap, ça peut être difficile, donc peut-être qu'ils les fréquentent moins. Et donc, je posais cette question-là parce que quand on a fait justement notre actualisation de notre cadre de référence, on avait lu une étude qui a été faite, donc c'était dans les parcs publics à Montréal. Là, je m'excuse, j'ai quand même souvent des références montréalaises. Je travaille là-dessus. On a tout le monde nos billets, ça, j'en ai un gros. C'est ça. Je
un effort constant. Mais donc, je pense quand même que l'étude peut se rapporter parce que justement, il y a quelque chose de similaire là, dans les parcs. Il y a quelque chose aussi de... Tantôt, on parlait de spatial, là, mais j'oubliais là, un aussi qui est quand même positif dans l'aspect spatial, c'est que c'est souvent de proximité, les parcs. Il y a quelque chose de, tu sais, dans l'idée là, d'un parc, que ça soit dans une municipalité ou dans une école, il est quand même souvent, dans les milieux urbains du moins, plutôt proche. C'est pas garanti, malheureusement, parce que la répartition de l'offre n'est pas toujours la même. Bref, j'en arrive à mon exemple. C'est une étude d'un organisme Respire qui a fait sur les adolescentes. Constatait que les adolescentes sont très peu présentes dans les parcs. Donc, on l'a dit, il y a des familles, on a des personnes âgées, on a des enfants, il y a des fois, il y a des adultes, justement, qui viennent dîner, etc. Mais ils ont constaté que les adolescentes étaient très absentes. Il y avait des adolescents, mais peu d'adolescentes. C'est pour ça qu'ils sont allés vérifier, aller constater, aller rencontrer des adolescentes pour comprendre un peu pourquoi. Et finalement, c'est qu'ils ont constaté que leurs raisons de fréquenter un parc n'étaient pas les mêmes que, par exemple, les adolescents. Puis là, tu sais, c'est évidemment on peut pas mettre tout le monde dans le même bateau, là, mais c'est euh, un constat tout de même si c'est pas tout le monde, c'est pas tous les individus, mais il y a une moyenne, il y a une généralité. Que les adolescentes rencontrées, finalement, elles disaient qu'elles allaient au parc pour socialiser. C'était ça l'essentiel de l'activité qu'elles voulaient faire. C'était être ensemble et jaser. Alors que les adolescents, ils allaient beaucoup plus pour des activités physiques, faire du sport. Et ça, il y avait plusieurs équipements adaptés. Il y a des terrains de soccer, des terrains de baseball, il va y avoir des fois un skatepark, peu importe. Là, ils n'ont pas tout ça dans le même parc, mais il va en avoir des possibilités. Alors qu'il y a beaucoup moins de lieux de socialisation. Ce qui fait que les adolescentes, ben, elles utilisaient, par exemple, les balançoires. Elles s'assoient, elles jasent. Mais là, il y a des enfants qui arrivent, ils veulent se balancer. Ben, elles s'en vont. Elles s'en vont dans les estrades, où est-ce qu'il y a le terrain de baseball. Puis là, elles jasent dans les estrades. Mais là, il y a une équipe de baseball qui arrive, qui veut jouer. Ben là, elles s'en vont. Fait que là, finalement, elles se rendent compte qu'elles sont jamais à leur place. Fait que donc, elles restent beaucoup moins longtemps parce qu'elles n'ont pas une superbe expérience. Parce qu'il n'y a pas un lieu, finalement, qui est adapté à leurs besoins. Puis c'est un peu dans cette optique-là que finalement, on a réfléchi l'accessibilité, on a ajouté justement le concept d'intersection pour pas que des personnes comme ça, dans ce cas-ci, c'était les adolescentes, tombent un peu dans une craque. Il avait été pensé pour les adolescents, ça avait été pensé, mettons, pour les adultes, les familles, mais elles, il n'y avait pas rien pour leurs besoins spécifiques, ce qui faisait en sorte qu'elles n'allaient pas et où elles allaient peu dans les parcs. Et là, c'est l'exemple d'un parc, mais ça peut être la même chose finalement pour différents types d'activités, différents types de services. Et donc, dans notre démarche d'actualisation du cadre, on a rencontré plusieurs organisations qui travaillent avec différentes populations pour finalement aller combler un peu ces trous de connaissances, pour aller recueillir différentes expériences, pour connaître un peu plus les différents besoins. En connaissant plus les besoins, on peut plus facilement y répondre. Et donc, excusez, ça va pas. Là, je vais pas tout vous les présenter en détail, mais je trouvais ça quand même important là, de vous montrer qui on a rencontré. Donc, différents groupes qui ont travaillé avec des personnes immigrantes, des personnes avec un handicap, des personnes LGBT, des personnes âgées, des personnes en situation de pauvreté. Donc, c'était vraiment l'idée d'avoir une vision 360 des différents besoins. On n'a pas la prétention de tout savoir, mais en étant allé chercher différentes expertises, parce que justement, nous, on a une expertise en loisirs, mais on n'a pas nécessairement une expertise LGBT. Donc, pour aller combler ça, pour s'assurer que notre loisir puisse se rendre à des groupes LGBT, ben comment la meilleure façon, on s'est dit que c'est de connaître finalement qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ces organisations-là font, c'est quoi leurs recommandations, c'est quoi les enjeux, pour s'assurer finalement d'y répondre. Et donc, là, je parlais d'intersectionnalité. Et donc, c'est un élément central qui a été ajouté donc dans notre cadre. Et là, je trouve important même d'expliquer c'est quoi. Donc, l'intersectionnalité, c'est un concept qui est né aux États-Unis, des mouvements féministes afro-américains. Donc, Kimberly Crenshaw en est la mère. En fait, elle, ce qu'elle a constaté, c'était dans il y avait un cas aux États-Unis, une femme afro-américaine qui poursuivait son employeur
qu'elle disait qu'elle était victime de discrimination. Et le juge, notamment dans son jugement, il a regardé la situation, puis il a dit, ben non, vous n'êtes pas victime de discrimination. Quand je regarde, ben, dans l'entreprise qui vous a pas employé, ben, il y a des hommes noirs et il y a des femmes blanches. Donc, pour lui, il n'y avait pas de sexisme, puis il n'y avait pas de racisme. Mais elle constatait que finalement, il n'y avait aucune femme noire. Et c'est là que finalement, Kimberly Crenshaw, qui est donc professeure de droit, elle a regardé la situation, puis elle s'est dit, ah, c'est qu'elle vit une situation spécifique qui est au croisement entre le racisme et le sexisme, et qui fait que si on regarde seulement l'un sans regarder l'autre, on ne le voit pas, cette situation, on ne voit pas cette discrimination. Un peu comme tantôt, les adolescentes sont tombées dans le trou entre les femmes adultes et les jeunes adolescents. Finalement, la même chose arrivait à cette personne. Et c'est là qu'elle a parlé d'intersectionnalité, de comprendre nos identités de manière croisée, qui ont un rapport entre elles, qui vont faire en sorte que tu as une expérience spécifique. Elle donnait aussi l'exemple, hein, comme on peut sur mon image, c'est comme si une personne avait un accident à la croisée de la route du sexisme et du racisme, puis que là, l'ambulance du sexisme arrive, puis elle fait, ah, ben, c'est pas pour moi, je continue mon chemin, c'est pas sur ma route, puis que l'ambulance du racisme faisait la même chose, finalement, personne s'en occupe. Donc, c'est ce concept-là qui est à garder en tête pour s'assurer de répondre là, aux besoins spécifiques et non seulement à un seul besoin, étant donné qu'on est plus qu'une chose, on est plus qu'une identité. Oups, je suis allée beaucoup trop vite. Ma souris a fait des siennes, excusez-moi. Ce qui amène là, justement, c'est la roue de l'intersectionnalité qu'on peut utiliser pour avoir cette vision des différentes identités qui peuvent se croiser. Donc, oui, il y a la variable du sexe, du genre, mais il y a aussi donc l'orientation sexuelle, il y a l'âge, il y a la culture, le handicap, comme on le mentionnait, l'éducation, le lieu géographique, le statut d'immigration, etc. Et tout ça s'entrecroise. Et une personne, donc moi, je suis une femme, je m'identifie comme femme, donc je suis cisgenre. Mais je vis en ville, j'ai une éducation universitaire, j'ai pas de handicap. Donc, tout ça fait partie de qui je suis dans mon expérience de loisir, qui va pas être la même qu'une femme noire, femme racisée en région qui serait trans, par exemple. Là, j'ai repris les mêmes variables. Donc, même si on a le même point femme, ça veut pas dire qu'on a la même expérience, qui peut faire en sorte que si on prend pas en considération les différentes identités, on risque d'oublier des personnes. Et finalement, si je le ramène à nos vecteurs, eh bien, on a nos 4 vecteurs, le vecteur temporel, spatial, économique et socioculturel. Et au centre, on a mis les individus qui ont, avec toutes leurs caractéristiques. Et c'est toutes ces caractéristiques-là auxquelles on doit réfléchir quand on parle d'inclusion et d'accessibilité pour faire en sorte que tout le monde, finalement, puisse avoir accès aux loisirs. Et j'ai pris une petite citation que j'aime beaucoup de Kimberly Crenshaw. Il dit que, donc, il est pas mal évident que traiter des choses différentes de la même façon peut engendrer autant d'inégalités que traiter de façon différente des choses identiques. Donc, on va souvent voir la discrimination quand on traite de manière inégale. Ça, on le comprend. Et puis, c'est vrai que c'est de la discrimination si deux personnes, on traite différemment. Mais ça peut avoir le même effet, finalement, de traiter de la même manière deux personnes qui sont différentes. C'est ça que, finalement, elle veut nous rappeler. Donc, demander le même prix pour tout le monde qui s'inscrit à une activité de loisir. Selon vous, c'est une mesure d'égalité ou d'équité? Est-ce que tout le monde a eu la chance de voter? Non. Donc, en effet, ça serait de l'égalité, étant donné que c'est la même chose pour tout le monde. On est au niveau de l'égalité. Aménager une rampe pour faciliter l'accès à un bâtiment. Égalité ou équité? Donc, en effet, c'est de l'équité, étant donné qu'on met en place une mesure différente. On n'est plus nécessairement donc dans l'égalité, mais c'est une façon d'être équitable, d'être plus juste. Un programme de bourse pour des jeunes de milieux défavorisés. Égalité ou équité?
Alors, donc, en effet, on est plus dans l'équité, étant donné qu'en général, ça va être une façon, euh, l'équité, évidemment, est une manière d'amener à l'égalité, mais étant donné qu'il y a des personnes, là, on parle de jeunes défavorisés, ils ont peut-être moins de revenus, moins de possibilités, de leur donner une bourse devient une manière de les aider. Donc, c'est une mesure d'équité. Et voilà, donc, justement, là, ça, c'est une image aussi qui est présente dans le guide. Donc, l'égalité, c'est quand toutes les personnes bénéficient des mêmes droits, peu importe leur identité, donc tout le monde pareil. Mais ça peut faire en sorte, comme on peut voir sur l'image, que là, oui, tout le monde est pareil, mais étant donné que c'est pas tout le monde qui est réellement pareil, ben la personne qui est plus petite ici n'a pas accès à ce qui est de l'autre côté de la clôture. Quand on parle d'équité, ben c'est que toutes les personnes doivent être traitées de manière juste, quelle que soit leur identité. Donc là, c'est pas tout le monde pareil, c'est pas le même traitement, on est plus justement au niveau de la justice. Donc, comme on peut voir ici sur l'image, eh bien, celle qui était la plus grande, elle n'avait pas besoin de petite boîte. On a donné la petite boîte à la personne plus petite. Comme ça, tout le monde peut voir par-dessus la clôture. Donc, c'est un peu le même principe que tout à l'heure sur la bourse ou sur la rampe d'escalier. Finalement, on a rajouté l'image de l'inclusion. C'est que l'inclusion, ben, c'est d'aller enlever les obstacles. Donc là, on a enlevé la clôture, et comme ça, ben, on peut tout le monde en profiter, là, dans ce cas-ci, d'un étang avec des oiseaux. Si, par exemple, on veut faire de l'ornithologie. Prochaine question. Donc, avoir accès à une éducation, est-ce que c'est un droit ou un privilège? En effet, c'est un droit. Donc, c'est un droit qui est reconnu. Donc, tout le monde on a droit à l'éducation et tout le monde on a droit au loisir. Se reconnaître dans les modèles présentés dans les médias, droit ou un privilège? C'est intéressant, là, on était là, à peu près moitié-moitié. Donc, en effet, c'est plus un privilège qu'un droit, parce que c'est pas quelque chose qui est inscrit, disons, dans la loi, comme on a le droit au logement. C'est un privilège dans le sens que il y a certaines personnes qui vont avoir le privilège de se reconnaître beaucoup plus souvent que d'autres dans les médias, dans les images, dans les promotions, dans les discours, etc. Ne pas être discriminé en raison de son genre, un droit ou un privilège? Exact, c'est un droit, c'est inscrit dans la Charte des droits et libertés. Donc, c'est un des motifs qui est illégaux au pays, de discriminer sur le genre. Il y en a d'autres, le genre, le sexe, le handicap, la couleur de la peau, la religion, etc. Il y a différents identités, il y a différents variables d'identité qui sont protégées par la Charte. Ne pas devoir faire un coming out hétérosexuel, droit ou privilège? Donc, en effet, c'est un privilège, même si c'est un droit de ne pas être discriminé en raison de son orientation sexuelle, c'est un privilège de ne pas avoir à faire son coming out, étant donné que c'est pris pour acquis que tout le monde est hétérosexuel. Donc, quand une personne hétérosexuelle n'a pas besoin de le dire. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est un privilège par rapport à une personne qui ne serait pas hétérosexuelle, qui, elle, doit l'annoncer, qui doit parce que c'est pas pris pour acquis, justement. Et donc, juste pour résumer un petit peu, un droit, donc c'est ce que chacun peut exiger, c'est ce qui est permis, c'est en général inscrit dans la loi, qui est donc quelque chose d'universel pour tout le monde. Le privilège, ben, c'est un avantage injuste et mérité, qui est ce que la société donne à une personne, à un groupe, pour donc son identité sociale, parce qu'elle correspond à la norme, par exemple, justement, le privilège hétérosexuel. Et ce qui est difficile avec les privilèges, c'est à identifier, c'est que c'est souvent l'absence d'un obstacle. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose qui est nécessairement visible. Donc là, dans l'image que j'ai mis, tu sais, c'est sûr que là, c'est peut-être un peu exagéré. J'ai fait exprès d'en mettre beaucoup, mais on peut voir, là, les deux, ils ont la même chose. Ils ont besoin d'aller à la montagne. Ben, ici,
il n'y a pas aucun obstacle devant lui, il y a une ligne droite. Alors qu'elle, ben, elle a énormément d'obstacles devant elle qui fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile finalement d'arriver au même point. Donc, c'est pour ça qu'on a des fois de la difficulté aussi à identifier nos propres privilèges parce que ben, c'est pas visible, c'est pas tangible. Puis on a des fois besoin que quelqu'un nous le dise, quelqu'un qui ne l'a pas, ce privilège-là, qui a besoin de nous le dire. Puis c'est là que c'est dommage d'avoir besoin des autres finalement pour le comprendre. Donc, il y a comme un travail aussi à faire sur soi-même pour comprendre nos privilèges. Prochaine question, là, sur les discriminations. Donc, offrir un rabais familial seulement pour les familles avec 2 adultes et 2 enfants. Est-ce que c'est une discrimination directe, indirecte, systémique ou il n'y a pas de discrimination? Oh, c'est réparti. Hmm. OK, vous êtes ambivalent sur celle-ci. En fait, ça serait indirect dans le sens que l'objectif n'était pas de discriminer qui que ce soit. Au contraire, une discrimination directe va vraiment discriminer volontairement. Mais indirectement, il y a une discrimination aux familles qui auraient plus que 2 enfants ou qui auraient seulement un adulte. Donc, il n'y avait pas une intention de discriminer en mettant en place ce rabais familial, mais indirectement, finalement, on discrimine les familles qui ne correspondent pas au modèle. Ne permettre que les inscriptions en ligne. Discrimination directe, indirecte, systémique, il n'y a pas de discrimination. Bien. 100% sur la discrimination directe. Pour moi, elle est comme un peu entre deux, là. C'était comme un petit mini question un peu piège, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de direct dans le sens que il y a pas les personnes qui n'ont pas, mettons, accès à Internet, mais c'est plus indirect dans le sens que c'était pas volontaire. À part si j'avais mis une volonté de moi, je veux juste les inscriptions en ligne parce que les gens qui n'ont pas Internet, je les veux pas dans mes activités. Là, ça serait de la discrimination directe parce qu'il y a une intention de discriminer. Mais dans ce cas-ci, si c'est seulement qu'on n'a pas réfléchi aux conséquences ou parce que c'est par facilité, on serait plus dans le indirect étant donné que c'était pas dans l'intention de discriminer. Mais c'est une pratique qu'on pourrait faire, peut-être que même on fait sans le réfléchir finalement aux conséquences, mais on revient à l'idée que c'est pas tout le monde qui a le même accès, donc dans ce cas-ci, à Internet. Donc, les personnes noires qui ont 3 plus de chances de se faire arrêter par la police que les personnes blanches. Discrimination directe, indirecte, systémique, où il n'y a pas de discrimination. 100% sur la discrimination systémique. Excellent, c'était bien ça. La discrimination systémique va être liée plutôt à un, c'est pas une règle directe, évidemment. Il n'y a pas une règle dont on arrête plus les personnes noires. C'est plutôt que c'est étant donné historiquement, des stéréotypes, les discriminations qui existent vont faire en sorte qu'ils vont avoir un traitement différent, qui est pas nécessairement qui n'était pas l'objectif d'ailleurs, mais qui historiquement, il y a eu donc des discriminations qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a encore des discriminations systémiques. Refuser l'accès à une activité de loisir à une personne parce qu'elle n'a pas sa citoyenneté canadienne. Direct, indirect, systémique, pas de discrimination. Donc là, cette fois-ci, c'est vrai que c'est une discrimination directe parce qu'on vise quelqu'un en particulier. Donc, en effet, il pourrait avoir quand même une certaine portion systémique parce qu'il y a quelque chose qui historiquement aussi, puis qui va être lié à notre rapport à l'immigration. Mais là, c'était plutôt dans le sens direct parce qu'il y a vraiment une intention, puis il y a une visée sur quelqu'un et il y a une action qui est portée. Un club qui organise des activités de plein air seulement pour les femmes. Est-ce que c'est direct, indirect, systémique, pas de discrimination?
tout le monde a eu le temps. Donc ici, il n'y aurait pas de discrimination dans le sens que c'est pas pour discriminer les hommes qu'on ferait une activité seulement entre femmes. Ça va être plus dans l'optique que le plein air, dans cet exemple-ci, est souvent plus pratiqué par des hommes. À faire un groupe féminin peut être une manière d'augmenter la participation, surtout si on est dans une logique par et pour. Donc, par exemple, un groupe qui s'organise entre elles pour faire du plein air. Donc, c'est ici dans l'optique d'avoir pardon, un, un environnement sécuritaire. Je cherchais en français, là, on entend trop souvent en anglais les mots, là, des fois. Donc, d'avoir un environnement sécuritaire dans lequel elles peuvent pratiquer leurs loisirs. Donc, dans ce cas-ci, étant donné que c'est un groupe historiquement marginalisé, ça ne serait pas une discrimination. Ça serait plutôt une mesure correctrice d'inégalité ou parfois on entend là, une discrimination positive. Et donc là, ben là, je vous les ai expliqués au fur et à mesure, mais là, il y a les différentes formes là, de discrimination. Et justement, la mesure correctrice d'inégalité, ça peut être, donc, par exemple, moi, hier, justement, j'avais dans une autre formation que je donnais, c'est le groupe EIC Montréal qui est venu. Puis ça, c'est un groupe donc de plein air, cette fois-ci, non pas pour les femmes, mais pour les personnes racisées. Et c'est ça, justement, qu'elle expliquait, c'est que historiquement, le plein air, c'est une activité très blanche pour plusieurs raisons. Entre autres, ben, l'hiver, il n'y en a pas partout. Puis les personnes qui peuvent venir de d'autres pays où est-ce qu'il n'y a pas d'hiver, ben, ils connaissent pas les activités hivernales, ils connaissent pas nécessairement le sport, que ce soit le ski, la raquette, le patin. Ils vont faire qu'ils vont pas y aller, ils vont pas nécessairement le comprendre, ils n'ont pas l'équipement, ce qui fait en sorte aussi qu'il y a peu de pratiquants de plein air autres que blancs, ce qui fait que les personnes racisées ne vont pas se reconnaître dans ces activités-là. Ils vont pas penser que ces activités-là sont pour elles. Puis il y a comme un certain cercle vicieux qui fait en sorte qu'elles n'y vont jamais, finalement. Et là, elles, justement, dans son organisation, ils ont fait un groupe, là, donc, nous, ce qu'on va appeler un par et pour. Donc, c'est un groupe qui se sont rassemblés entre eux, de personnes racisées, qui s'organisent des activités de plein air pour développer leur sentiment de sécurité, être dans un environnement où ils sont bien. Ça permet aussi de voir des gens qui en font, qui leur ressemblent, pour être ensuite peut-être plus à l'aise d'aller dans une activité, d'avoir aussi appris les codes. Tu sais, comme on se disait tantôt, on peut aller dans une activité, puis si je sais pas quoi faire, je sais pas comment mettre mes patins, ben je vais pas être capable d'aller patiner. Ben là, si on a quelqu'un qui nous ressemble, qui nous aide, qui nous montre, ben ça peut faire en sorte qu'on est mieux, qu'on va y retourner, qu'on découvre un plaisir auquel on n'aurait pas nécessairement eu accès sinon. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est une mesure correctrice d'inégalité, étant donné que c'est un groupe historiquement qui a été discriminé. OK, les microagressions. Est-ce que vous êtes capable de nommer un exemple de microagression? Puis là, vous pouvez l'écrire ou le dire à voix haute, il n'y a pas de problème. Puis là, si vous ne savez pas, il n'y a pas de problème non plus. Continue. Parfait. Je comprends plus, c'est quand même tard. Donc, les microagressions, c'est des courtes interventions qui peuvent sembler banales, mais en apparence, mais qui en réalité qui peuvent être perçues comme des attaques, des insultes sur un individu ou un groupe. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, mais une image qui revient souvent là, quand on explique les microagressions, justement, c'est les moustiques, les maringouins. C'est une petite piqûre, c'est pas trop grave. En avoir 50, ça commence à être fatigant. Fait que c'est dans ce sens-là que oui, ça se peut que ça soit pas très grave, poser la question, ah, tu viens d'où avec une personne qui aurait une couleur de peau, mettons noire dans mon exemple. Je cherchais mon image, excusez-moi. Donc, lui poser la question, donc tu viens d'où? On le sait que ça part pas nécessairement de mauvaises intentions, c'est pas méchant, mais si ça fait 28 fois dans sa journée que ça le fait demander alors qu'elle est née ici ou pas, peu importe, ça peut devenir un peu lourd dans le sens que c'est comme se faire dire tu me ressembles pas, t'as pas l'air comme moi, donc je me pose des questions, donc tu dois pas venir d'ici, tu dois pas vraiment être ici. Ça donne un peu aussi le message, t'es peut-être pas à ta place. Donc, c'est dans ce sens-là que ça devient une micro-agression. C'est pas une agression dans le sens, je t'ai pas donné un coup de poing d'en face, je t'ai pas insulté, mais à la longue, ça peut devenir fatigant. Puis, ça peut faire en sorte, par exemple, dans une activité de loisir, je vais pas me sentir
vraiment bien, je vais pas me sentir à ma place. Ça peut aussi prendre différentes formes. Ça peut être, là, j'avais mis un exemple d'une personne grosse qui se fait dire qu'elle mange trop, mais ça peut être aussi si toutes les chaises sont toutes petites, puis que quand je mets en plastique, puis que quand je m'assois dessus, j'ai peur qu'elle brise, ben si c'est ça tout le temps, à chaque fois que je vais quelque part, ça peut aussi être un peu une microagression. Ça renvoie le message finalement que je suis pas à ma place parce que mon corps correspond pas aux standards des lieux. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'appropriation culturelle? Vous avez une question, ça peut être l'oralement, là, je l'ai mis en comme ça, mais si vous avez un doute, des questions de c'est quoi, sinon je vais y aller mais avec ma définition, c'est pas grave. Je continue, parfait. Donc, l'appropriation culturelle, là, il y a beaucoup de texte, mais je le résume. Là, je m'excuse, mon écran n'a pas suivi, fait que je n'ai pas l'air de vous regarder, là, mais bon. Donc, l'appropriation culturelle, ça consiste en emprunter quelque chose à une autre culture sans son consentement. Donc, c'est prendre un élément, que ça soit des savoirs, des danses, des chants, des emblèmes, des cérémonies, peu importe, le prendre, le sortir de son contexte, l'amener dans mon contexte, sans considérer la signification que ça avait, sans consulter les personnes dont c'est la culture, et le prendre finalement juste pour moi. Donc, pas redonner non plus le profit que ça m'amène, pas nécessairement au niveau de l'argent, mais ça peut être le profit, le bienfait que ça amène à mon activité, etc. Donc, l'appropriation culturelle est oppressive dans la mesure où il y a une inégalité aussi entre les cultures. Donc, les façons, c'est sûr que c'est beaucoup, surtout nous ici, là, au Québec, on va surtout parler d'appropriation culturelle en lien avec les Premières Nations ou les Inuits, mais ça peut aussi être en lien, par exemple, avec d'autres populations aussi, d'autres pays qui seraient dans un rapport inégalitaire. Par exemple, Haïti, il y a beaucoup de populations haïtiennes, on pourrait sortir des éléments aussi de leur culture. Donc, pour l'éviter, les trucs, ben, c'est se demander, est-ce que justement il y a un rapport de force entre entre les cultures? Donc, est-ce qu'il y a un rapport de force, par exemple, justement, entre les communautés autochtones et les allochtones? La réponse, c'est oui. Il y a un rapport de force, il y a des inégalités, ce qui fait en sorte que là, il y a une petite lumière à allumer à ce moment-ci. Ensuite, une autre question qu'on peut se poser, ben, c'est quoi l'objectif? Et c'est qui en profite? Est-ce que c'est moi, mon organisation, mon équipe de travail, mes citoyens, ou c'est aussi la population à qui l'élément culturel a été emprunté? Est-ce que cette communauté-là en profite aussi? Finalement, est-ce que les membres de cette communauté culturelle ont été consultés? Donc, ça, c'est vraiment la clé pour éviter l'appropriation culturelle. Puis, l'appropriation culturelle, ça peut être à plein de niveaux. On en a entendu parler dans les médias, ça va être sur des grands événements, ça va être dans des grandes situations, mais des fois, ça peut être dans des plus petits, dans un camp. Si on reprend une chanson autochtone sans le savoir que c'était autochtone, sans considérer la tradition qu'il y avait avec cette chanson, on la sort finalement de son contexte, on la fait pendant qu'on fait du canot-kayak sur le lac, ben, c'est une forme d'appropriation culturelle parce que il y a une situation inégalitaire entre les cultures. La communauté en profite pas. On l'a sorti de son contexte et finalement, on les a pas consultés sur l'utilisation de cette chanson. Donc, bref, on serait mieux de chanter quelque chose d'autre. Parce que c'est le fun de chanter dans notre canot, mais on peut le faire sans blesser finalement personne. Euh, Là, je vous le saute celle-là. Là, je vais directement à lui. Là, c'est écrit très petit dans mon écran. J'espère que vous, c'est moins pire. Je m'excuse. Ça n'apparaissait pas si petit quand je l'ai fait. Donc là, je vous posais la question, parmi ces différents concepts là, qui sont écrits, lesquels que vous connaissez? Donc, là, il y a le sexisme, hétérosexisme, cissexisme, racisme, colonialisme, âgisme et capacitisme. Beaucoup de ismes.
J'ai un petit chat. Pas de problème. Merci, Nathalie. Bonne soirée. Excellent. Donc, tout le monde a eu la chance. Non, il y a encore des... Est-ce que vous êtes capable de voter plus d'une fois? C'est une question que je me suis posée par après. Non? Ah, bon, petit problème de Mentimeter. Je me le note à moi-même. OK. Donc, ouais, je pense que vous avez eu le temps de voter. Donc, ben, le sexisme, je pense qu'il est quand même parmi des concepts connus. Donc, évidemment, c'est la discrimination sur la base du sexe, la discrimination envers les femmes. L'hétérosexisme, là, je peux voir qu'il n'y a personne qui l'a coché. Donc, l'hétérosexisme, ça va être des discriminations envers les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Donc, l'hétérosexisme, c'est, on va parler aussi des fois d'hétéronormativité. Donc, c'est faire l'hétérosexualité comme étant la norme et que toutes les autres orientations sexuelles seraient inférieures, moins importantes, marginales. C'est de là, finalement, que naît l'homophobie. Le cissexisme, c'est en lien avec l'identité de genre. Donc, une personne cisgenre, c'est une personne dont le sexe à la naissance et correspond à son identité de genre. Donc, moi, je disais tout à l'heure, je suis née femme et je m'identifie comme femme. Je suis donc une personne cisgenre. À l'inverse, une personne transgenre serait une personne dont le sexe et l'identité de genre ne sont pas en adéquation. Donc, le cissexisme, c'est de placer les personnes cisgenres comme étant la norme, un peu comme l'hétérosexualité, la norme, et les personnes trans non-binaires comme étant non conformes, inférieures, marginales. Et c'est de là que naît la transphobie. Le racisme, donc, discrimination sur la race, entre guillemets, donc la couleur de la peau. Le colonialisme, c'est un peu, comme là, on vient de parler d'appropriation culturelle, ben, le colonialisme, ça va être tout ce qui est en lien avec un État qui s'approprie un territoire. Donc, là, nous, historiquement, on s'est approprié des terres et donc, ça laisse des traces dans nos structures qui peuvent amener justement à de l'appropriation culturelle, entre autres, parmi des inégalités. L'agisme, c'est par rapport à l'âge, mais étant donné que vous l'avez coché, bon, je vais prendre pour acquis que vous connaissez. Et donc, c'est discrimination sur l'âge, en général, les personnes âgées. Et le capacitisme, c'est lié à l'handicap. Donc, ça va être tout ce qui est discrimination pour une personne, par exemple, pour un handicap parce qu'elle est en fauteuil, ou ça peut être aussi là, par rapport à l'handicap, des enjeux de santé mentale qui vont rentrer aussi là-dedans. Donc, je présentais ça, c'est un peu pour voir parce que justement, quand on parle des différentes identités, les différentes notions qu'il faut considérer, ben, tous ces facteurs-là peuvent amener à des discriminations. C'est sûr que ces discriminations-là et ces obstacles, il faut travailler pour les éliminer, pour faire en sorte qu'on ait des milieux plus inclusifs. Et là, j'avais d'autres petits concepts que je me demandais si vous connaissiez. Donc, la grossophobie, la transphobie, psychophobie, xénophobie et homophobie. Tout le monde a eu la chance. Excellent. Donc, la grossophobie, ben, c'est tout ce qui est lié à la peur de prendre du poids. Donc, tout ce qui est justement discriminé envers le poids, mais ça peut être aussi tout ce qui est avoir des commentaires négatifs envers le poids. Ça peut aussi être des commentaires positifs sur le poids. Tu sais, si on se dit, ah, t'as l'air bien, est-ce que t'as maigri? Ben, c'est sous-entendu que si t'avais pris du poids, t'aurais pas l'air bien, t'aurais l'air moins beau. Donc, dans ce sens-là, ça serait aussi un exemple de microagression. Donc, la grossophobie, donc liée à la peur de prendre du poids. La transphobie, ben, c'est la peur des personnes trans. Et quand je dis peur, ça peut aller plus loin qu'avoir peur. Là. Ça peut amener de la violence, des inégalités, de l'hostilité, des discriminations, etc. Psychophobie, c'est en lien avec la santé mentale. Donc, c'est avoir peur des personnes, par exemple, une personne schizophrène, avoir la peur des personnes, une personne bipolaire, donc même peur d'une personne dépressive. Donc, tout ce qui est lié à la stigmatisation, là aussi, des personnes en lien avec leur santé mentale. La xénophobie, c'est la peur des étrangers.
Donc, tout ce qui est lié à mettons, des comportements, des inégalités envers les personnes immigrantes, par exemple. Et l'homophobie, ben, c'est la peur des personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Et j'avais une petite mise en situation pour vous. Donc là, j'avais ici Laurie, qui a 11 ans. Elle est d'origine bolivienne. Avant, on l'appelait Michael, mais maintenant, elle préfère utiliser le prénom Laurie. Elle a toujours aimé aller au camp de jour l'été, mais cette année, elle ne veut pas y retourner. Donc, comment s'assurer que Laurie passe un bel été au camp de jour? On peut d'avoir justement de l'animation sans stéréotype de genre. On peut s'assurer aussi de ça. Donc, quand je parlais de formation, ben, ça peut aussi être par rapport à ça. Là, c'est parce que mes trucs, j'ai sauté une diapo, en fait. Je m'excuse. J'avais une deuxième mise en situation. Je vais vous présenter les deux. Vous allez avoir les deux en tête au moment que je présente un peu mes solutions, disons. Donc, deuxième mise en situation, on veut organiser un événement. Donc là, on a une équipe pour organiser la fête annuelle du printemps. Là, commence à être... bon, on est en plein dedans, le printemps. Donc, chaque année, il y a les membres de la communauté qui sont invités à fêter, mais on se rend compte que ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent. Donc, l'équipe, cette année, aimerait s'assurer que l'événement soit plus accessible et inclusif. Donc, comment s'assurer que la fête soit plus accessible et inclusive cette année? Donc là, on peut aussi penser aux 4 vecteurs qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, niveau temporel, niveau spatial, niveau économique, niveau socioculturel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ce ne soit pas justement les seules mêmes personnes qui viennent? On veut qu'ils soient encore là, ces personnes-là, on les aime, c'est pas qu'on veut pas qu'ils viennent, mais on aimerait ça qu'il y ait plus de monde et qu'il y ait plus de diversité dans notre événement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On parle en termes économiques. Une solution simple, faire un événement gratuit, une façon d'avoir une accessibilité. On peut aussi, dépendamment des événements, avoir modulé les tarifs. Si on pense au niveau spatial, ben là, on peut réfléchir justement à notre équipement. Tantôt, on parlait d'un parc. Est-ce que notre fête de l'année, on l'a fait justement dans un parc? On a quand même considéré que c'était un événement, un lieu, somme toute, inclusif, accessible, même s'il manquait quelques éléments. Donc, ces éléments-là, on peut aussi les identifier. Est-ce que j'ai des toilettes accessibles pour les personnes avec en fauteuil roulant? Est-ce que mes tables à pique-nique ont un espace pour qu'une personne avec un fauteuil puisse s'asseoir? Est-ce que j'ai de l'équipement pour différents âges? Est-ce que ma signalétique est assez claire pour qu'une personne qui, par exemple, aurait un handicap visuel soit capable de voir? Donc, oui, Chantal. Donc, s'assurer que le lieu de l'événement soit accessible à tous, que les activités soient intéressantes, touchent toutes les générations. Exactement. Donc, là, il y a plusieurs. Donc, là, on a l'idée d'accessibilité spatiale. On a aussi, donc, l'activité temporelle pour avoir des activités pour différents âges. Si on veut aller chercher des familles, on peut mettre en place des événements, peut-être justement une petite halte garderie ou des événements que pour les enfants avec les adultes. On peut aller donc réfléchir aussi donc, de cette manière-là. On peut réfléchir à notre comment on aménage nos lieux. Est-ce qu'on peut avoir entre autres, moi, c'est quelque chose qu'on m'avait dit, un lieu, des zones calmes, une petite zone calme dans un événement, ben, pour les personnes, peut-être une personne âgée pourrait vouloir juste s'asseoir parce qu'elle est fatiguée, mais ça peut être aussi une personne qui a des problèmes de dos pour être bien contente de pouvoir aller s'asseoir pour prendre une pause, mais aussi les personnes, par exemple, sur le spectre de l'autisme, pourraient avoir un besoin à un certain moment d'aller dans une zone plus calme où est-ce qu'il y a moins d'activité, il y a moins de bruit, il y a moins, juste pour se reposer, se ressourcer pour après être capable d'aller rejoindre les activités. Donc, finalement, ça peut jouer là, à la même mesure, finalement, qui dans ce cas-ci, une zone calme, pourrait aider différentes personnes pour différentes raisons. On peut réfléchir aussi en termes de menus. Si dans notre fête, on a de la nourriture, ben,
Des hot dogs, c'est le fun, mais mettons, on peut essayer d'avoir une option végé pour aller retrouver. Puis ça, on le développe de plus en plus. Il y a plein de choses qu'on fait déjà finalement qui sont déjà des mesures d'accessibilité, mais c'est de le réfléchir, d'en multiplier finalement différentes mesures. Donc, c'est ça, les toilettes accessibles. Peut-être que même nos toilettes accessibles, on peut ne pas les genrer, comme ça, on vient de faire une pierre deux coups. Une personne trans, une personne avec un fauteuil, tout le monde a sa toilette finalement. Puis il faut pas sous-estimer l'enjeu des toilettes. Moi, c'est quelque chose dans mes rencontres avec les différentes organisations qui est revenu énormément de fois. On peut réfléchir, je l'ai dit, donc au coût. Il y a aussi à qui on invite. Si on a des animateurs, des animatrices pour faire des activités, que ça soit un discours, de la musique, organiser de la danse, peu importe, ben, on peut se poser la question, ces personnes-là ressemblent à quoi? Est-ce que c'est des personnes qui ressemblent aux personnes qu'on veut aller chercher? Bon, tu sais, moi, c'était dans une autre formation avec quelqu'un qui m'avait dit: «Ah ben, moi, on organise, de la Zumba. Je me rends compte que dans mes cours de Zumba, heu, toutes les personnes qui participent sont toutes pareilles». J'ai dit: «Ben, ils sont pareils comment? Est-ce qu'ils sont pareils comme la prof?» Elle fait: «Ah ben oui». Fait que tu sais, c'est vraiment correct que ces personnes-là fassent de la Zumba, mais si tu veux diversifier tes cours, tes classes, ben, tu peux avoir différents modèles de profs de Zumba pour qui va peut-être aller rejoindre différentes personnes. Puis c'est la même chose dans un événement. Si on veut aller, rejoindre, des des personnes LGBT, ben, peut-être qu'on peut aller chercher une organisation LGBT dans le coin qui travaille, qui pourrait venir présenter une poésie queer, par exemple, puis là, peut-être qu'on va aller rejoindre un nouveau public, finalement, qui serait pas venu parce qu'il ne serait pas reconnu dans les personnes, il ne serait pas reconnu dans les activités. On peut faire la même chose pour différents niveaux. Euh, donc, que ça soit, donc, oui, justement, d'avoir des activités intéressantes pour différentes générations. Ça peut être aussi des activités qui pourraient intéresser, donc, différentes cultures, différents profils de personnes, puis avoir même chose, on peut avoir, c'est pas d'aller chercher une personne grosse, mais de pas la discriminer si elle veut offrir justement un atelier Zumba, ben tu peux être une personne grosse et faire du Zumba, puis peut-être que de cette façon-là, il va y avoir d'autres types de personnes qui vont s'intéresser à cette activité. Donc aussi réfléchir à qui on engage, à qui on met de l'avant. Même chose dans notre promotion. Comment on la fait, cette promotion-là? Comment qu'on communique? Est-ce qu'on communique seulement nos événements sur notre site Internet, que finalement, c'est seulement les personnes qui connaissent déjà notre site qui vont y aller, ou on va faire de la promotion en dehors? On va aller chercher, si on veut aller chercher des jeunes, ben, ils sont où les jeunes? Ben, il y en a qui sont à l'école. On peut aller par les écoles pour aller les chercher. Ça va être la même chose pour différents groupes. Si on veut aller chercher aller les intéresser à notre événement, un groupe, des personnes avec un handicap, on se rend compte qu'ils sont pas dans notre événement. Peut-être qu'on peut aller voir, il y a peut-être tantôt quelqu'un qui parlait d'un parc qui était aménagé justement pour les personnes avec un handicap. Ben, peut-être aller voir est-ce qu'il y a des organisations locales qui fréquentent ce parc-là, pour finalement en faire la promotion de l'événement, puis aussi mettre une manière de les connaître, c'est quoi leurs besoins? Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent pas à notre activité? Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent pas à notre événement? Pour en sachant un peu plus sur ces personnes-là, sur leurs besoins, c'est plus facile aussi d'y répondre. Et donc là, j'avais une liste. Ben, c'est ça, c'est un peu là, les différents, comme je disais tout à l'heure, là, réfléchir à la programmation, aux communications, à la gestion de l'équipe, la gestion de l'équipement, la représentation et la gouvernance. C'est aussi à ne pas négliger comment se mettre des règles, s'obliger finalement à faire un certain travail euh, soit en se mettant des objectifs, ça peut être dans notre plan, dans notre planification, dans notre plan d'action, ça peut être dans nos politiques, dans nos règlements, s'obliger à se mettre des mesures d'inclusion. C'est pas obligé d'être chiffré, ça peut être juste, ben, ça peut être des chiffres, mais dans le sens, ça peut être faire, c'est pas obligé d'être une cible paritaire, là, tu sais. Oui, on peut se mettre une cible d'avoir un CA paritaire, par exemple, mais on peut aussi avoir des cibles d'avoir 3 événements inclusifs pour telle population cette année ou de mettre tel nombre de mesures, ou tel nombre de collaborations aussi, de partenariats, de mise en relation entre différents groupes, différents publics. Ça peut être des mesures aussi de représentation et de gouvernance. C'est aussi réfléchir à notre manière d'évaluer nos évaluations. On va souvent avoir tendance à se mettre des indicateurs chiffrés, mais qui vont pas toujours représenter
la réalité comme là, dans l'exemple, ben oui, il y a beaucoup de monde, mais c'est tout le temps le même monde. Puis ça, ben si on le compte la même personne dans chaque activité, ben finalement, ça reste quand même juste une personne qui a profité de cette activité, de nos activités de loisirs. Alors, en se mettant des indicateurs d'évaluation plus qualitatifs qui vont être liés à c'est qui les personnes, mais c'est aussi c'est quoi leur expérience. Ça peut aussi amener le sortir de juste nos chiffres. Que, tu sais, oui, c'est important, on en a besoin, mais il y a autre chose aussi. Donc, moi, j'avais rencontré une organisation qui disait justement au départ, il voulait aller rejoindre les travailleurs temporaires de sa région pour des activités de loisirs. Puis, ben, il s'était mis, comme tout le monde, dans nos réflexes, des indicateurs de chiffres. Puis, il avait mis énormément de temps, énormément de ressources dans son événement, puis finalement, il y a comme eu 3 personnes qui sont venues. Puis là, pour lui, quand tu te mets un indicateur chiffré, ben, c'était un échec. Et finalement, il s'est rendu compte que ces 3 personnes-là, ils ont vécu une extrêmement belle expérience. Ils ont découvert des services dans la ville, ils ont découvert un loisir, ils ont vraiment pu en profiter. Alors, s'il s'était mis un indicateur plus qualitatif au niveau de la qualité de l'expérience, ben finalement, à ce moment-ci, le même événement était une réussite. Ces 3 personnes-là, c'était des personnes qui avaient jamais réussi à rejoindre avant. C'était 3 personnes qui, après ça, ils sont revenus, puis ils ont amené des gens dans les activités parce qu'il y avait eu une belle expérience. Donc, tu sais, c'est aussi là, dans des façons comme ça qu'on peut déconstruire, finalement, amener plus d'inclusion parce qu'on change finalement nos pratiques. Là, ça, je vous ai tout un peu dit, puis tout ça, vous pourrez avoir accès. Je vais juste aller un petit peu plus vite. Oui, justement, revenir un peu sur le concept tout à l'heure, tu sais, d'intersectionnalité, ben, c'est qu'on n'est pas toutes pareilles. Donc, c'est important de pas mettre en place des mesures uniques. Il faut un peu changer nos façons de faire. On peut considérer les différents bagages. Et des petites phrases qu'on entend des fois qui peut nous lever un petit drapeau rouge. Puis moi, un référé, c'est ben ça a toujours été fait comme ça. Ben ça, cette phrase-là, quand on l'entend ou quand on l'a dit, parce qu'on l'a tout le monde déjà dit, ben en général, on peut se poser la question, ouais, mais est-ce que c'est vraiment la seule bonne façon de faire? Est-ce que c'est vraiment une bonne raison de continuer à le faire, de se dire, c'est parce que ça a toujours été fait comme ça? On peut aussi se dire, ben peut-être que c'est un moment pour changer des façons de pratiquer, des façons de mettre en place des choses. Quand on se dit aussi, ah, ça va trop loin ou ah, c'était pas mon intention. Ça, c'est quelque chose qu'on peut souvent se dire un peu par rapport, justement, tantôt parler de microagressions, ou tu sais, je donnais l'exemple d'une chanson en chant. Ben, si dans, moi, j'étais en camp, j'en ai chanté des chansons qu'aujourd'hui je ne chanterai plus, mais j'avais pas d'intention raciste ou d'appropriation culturelle quand je les ai chantées, ces chansons-là. Mais c'est pas parce que mon intention était bonne que ça veut dire que j'ai pas blessé quelqu'un. C'est comme si je pile sur le pied de quelqu'un par accident, ben mon intention c'était pas d'y faire mal, c'était un accident, j'ai pilé sur le pied, je m'en excuse, tu sais. Et je trouve que c'est la même chose si j'ai dit un propos raciste, par exemple, même si mon intention, c'était pas d'être raciste, j'ai blessé quelqu'un, ben, je m'en excuse, puis j'essaie que ça réarrive plus. Donc, finalement, c'est juste ça que des fois, il faut prendre un petit pas de recul, se dire, oui, j'avais pas de mauvaise intention, mais c'est pas une question d'intention. Le résultat a été qu'une personne a été discriminée, une personne n'a pas eu une belle activité de loisir, ce qui peut faire en sorte que finalement, j'ai besoin de moi de changer mes pratiques plutôt que de lui remettre le poids. Finalement, ce qui est important à se souvenir, ben, c'est qu'il n'y a pas de recette magique ni de solution unique. C'est un mélange de tout ça, étant donné que les individus, nous sommes des mélanges, nous sommes plus qu'une identité, nous avons plus qu'une variable qui nous définit. Donc, on ne peut pas avoir une affaire, une seule mesure qui règle tout. Il faut aller chercher différentes mesures. Puis la bonne nouvelle, c'est que ben, en mettant une action, des fois précisément pour une personne, par exemple, tantôt on a parlé des rampes qui peuvent être bénéfiques pour une personne en fauteuil, ben, par la bande, ça peut être bon aussi pour les personnes qui ont des poussettes, pour les personnes qui ont mal au dos, des personnes en béquille, des personnes qui seraient capables d'utiliser l'escalier, mais pour qui la rampe, finalement, leur facilite l'accès. Puis ça peut être la même chose donc pour plein de mesures qui vont se multiplier pour faire en sorte qu'on ait des environnements plus accessibles et plus inclusifs. Et ce qui m'amène donc à ma conclusion, que justement, là, je vous présente le cadre de référence pour l'accessibilité et l'inclusion en loisirs. Donc, ça, c'est sa page couverture. Donc, c'est disponible en ligne gratuitement.
Puis comme je le disais, on peut l'utiliser pour animer une réunion, on peut l'utiliser pour évaluer son organisation, évaluer ses programmes, ses activités, ses camps de vacances, ses événements. On peut l'utiliser pour mettre en place aussi des collaborations. C'est super important, les différentes collaborations, pour les différents partenariats pour aller combler finalement nos angles morts, parce qu'on en a tous. Et finalement, l'accessibilité et l'inclusion, ben, peu importe notre milieu, ça prend du temps et il y a pas, c'est à petits pas. Puis c'est un éternel travail, c'est un processus. On n'arrive pas demain en se disant boum, c'est fait. Parce que même le jour où on est arrivé à notre objectif puis c'est fait, il va encore en rester. Il faut pas le voir comme une montagne insurmontable, mais plutôt comme quelque chose qu'on prend petit pas par petit pas. Donc là, j'ai pas mal fait le tour de ma présentation. Et ce qui resterait, c'est que en plus de ce cadre, donc là, nous, il est terminé, là, ce cadre-là, mais en ce moment, c'est un document PDF que vous pouvez accéder, mais c'est à peu près comme 75 pages que je vous ai un petit peu résumé aujourd'hui en 1h45. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de le développer en répertoire interactif qu'on veut mettre en ligne, qui n'est pas encore tout à fait final, mais qu'on va vous en informer là, quand ça va être terminé. Puis l'idée de ce répertoire, c'est vraiment d'avoir accès directement à des outils, des bonnes pratiques, un peu comme je vous les ai présentés. Donc, de partir d'un cas. Donc là, on pourrait se poser la question, moi, je veux faire un événement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour cet événement-là? Puis après ça, sur ce répertoire-là, un peu toutes les actions que j'ai présentées s'y retrouvent. Puis là, ça devient très pratico-pratique, si on peut dire, là, OK, ben, pour mon événement, je peux penser à telle affaire pour tel groupe de population, telle pratique que je peux mettre en place. On peut l'utiliser aussi pour s'évaluer OK, ben, pour avoir un événement le plus inclusif, on me recommande telle chose. Donc là, ben, ça, je le fais, ça, je le fais. Ah, ça, je le fais pas, ça, je le fais à moitié. Donc, ça peut être aussi un outil là, qu'on peut utiliser qui devrait arriver sous peu. En attendant, donc dans le cadre, il y a quand même déjà, même s'il n'est pas interactif, il y a déjà beaucoup de recommandations et d'indicateurs qu'on peut utiliser pour s'évaluer et s'améliorer. Donc, ça faisait pas mal le tour de la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Je suis encore avec vous. S'il n'y a pas de questions, de commentaires, je vais vous dire merci pour votre participation. Merci d'être resté avec moi. Je sais qu'il est tard, mais j'ai apprécié mon moment avec vous et j'espère que vous en ressortez avec des idées, des connaissances, de la motivation à aller faire de nos milieux de loisirs plus inclusifs pour tout le monde. Et vous aurez donc accès aussi là, dans la présentation à la fin. Là, je ne l'ai pas mis, là, mais c'était juste un merci, ma dernière info avec mon courriel. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de garder le contact. Merci beaucoup.